Il avait rencontré Joujan une quinzaine avant de partir pour le camp. Elle correspondait pour Yuri à un changement de tactique. Il avait courtisé nombre de femmes séduisantes qui, loin d'envisager l'arrimage, avaient reculé devant ses avances comme si son bonjour était un couteau brandi. Le communisme et la chasteté, c'est trop, avait-il geint, comme un joueur handicapé qui cherche à sauver la face en participant à une rencontre dans la division d'au-dessous. Il avait rencontré Jouja dans une soirée dansante. Des bandes d'hormones poussées par l'énergie du désespoir avaient su déterrer la beauté sous une surface ingrate. Même s'il ne s'était vu que 3 fois, Yuri avait fait l'article, déployé des métrages d'affection et passé une bonne partie de son séjour à Totobagno à rêver de razzia sur ses trésors charnels. Il ne passa chez lui que le temps de se mettre sur son 31 et de vérifier dans la glace le hâle de ses traits juvéniles. En se contemplant, il n'arrivait vraiment pas à comprendre pourquoi les femmes ne lui donnaient pas l'assaut en grimpant par les fenêtres. Il ne s'en faisait pas pour le totalitarisme en se rendant chez Jouja d'un pas nonchalant. On a seulement besoin d'avoir une perspective, se dit-il. Elle avait le téléphone dans son appartement, mais il avait envie de réapparaître en personne. Jouja était chez elle, mais reconduisait un visiteur. Du choc initial, Yuri n'aurait su dire ce qui était le pire. Que l'invité fût un gentleman plutôt baraqué, doté sans doute d'une énorme bite, ou qu'il fût également porteur de l'uniforme bleu électrique de l'AVO. Un professionnel, pas un de ces béjaunes enrôlés pour vadrouiller aux frontières et tirer sur tout capitaliste fugueur, sur les espions étrangers et en général sur les canailles pressés d'échapper au progrès populaire. Même sans l'uniforme bleu, ils se seraient encore mutuellement regardés comme de la merde de chien. Ce qui ajouta à l'indignation de Yuri, c'est que Jouja ne voyait absolument pas ce qu'il y avait de monstrueux à recevoir un bleu chez soi, même après qu'il le lui eût signalé. Elle est mère et bien gentille. Voilà pratiquement tout ce qu'elle trouvait à répondre, tandis que Yuri fulminait contre les iniquités de Lavo. Interrogée, elle expliqua qu'Elamir avait fait son entrée en scène en appréhendant Baudry, son chien, qui avait inexplicablement succombé à l'appel de la forêt en plein parc, ignorant les cris de Jouja qui le suppliaient de revenir. Comme alpagueur, il doit se défendre, riposta Yuri. L'autre grande déception dont il eut à souffrir ce soir-là, c'est de réaliser que Jouja baignait littéralement dans la stupidité. Son métier, fleuriste, aurait dû l'en avertir, mais bien qu'elle habitât la Hongrie, elle ne semblait pas vivre là. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, elle n'avait rien remarqué de ce qui se passait, et elle ne pouvait rien saisir de ce que Yuri lui disait. Il observa aussi que son nez paraissait trop gros ce soir-là, mais en même temps il ne put s'empêcher de lui envier cette absence de tout contact avec 1950. Sa bêtise constituait un isolant hermétique. « Tu prendras bien un peu de thé ?» insista-t-elle. Elle était toujours ravie de voir Yuri, ne prenait pas garde à ses divagations et ne comprenait pas ce qui pouvait offusquer sa virilité ou son éthique. Yuri énuméra les privilèges de Lavo, ses approvisionnements spéciaux. « C'est pas vrai. Elamir me disait justement tout à l'heure qu'il avait des horaires très lourds et qu'il devait se faire des suppléments en traduisant des articles de la Pravda pour pouvoir s'occuper de sa mère. Autant essayer de démolir une maison en jetant contre elle un verre d'eau, comprit Yuri.
Une puissante et familière sensation d'inutilité s'abattit sur lui, l'enfermant comme dans une cage. Il eut une claire vision de ce qu'il y avait dans son assiette, et son appétit n'en fut pas aiguisé. La collection de ses échecs allait, il le pressentait, s'enrichir d'une nouvelle pièce. Il voyait déjà le titre de son autobiographie. Celle avec qui j'ai failli coucher. Pas de vantardise libertine. 1950 fut une excellente année. Je faillis coucher avec 4 femmes. Une augmentation héroïque de la production, conforme à des principes marxistes-léninistes stricts par rapport à 1949, où j'avais failli coucher avec 2 femmes. Il avait une aventure défunte sur les bras, mais il allait falloir étayer le cadavre, comme il arrivait aux soldats de faire dans les tranchées avec les corps de leurs camarades, pour duper l'ennemi en lui faisant croire qu'ils étaient encore nombreux à combattre. Le problème, c'est que le vendredi suivant, Locomotive donnait sa fête annuelle, l'apogée de ses assemblées mondaines. Yuri savait qu'il préférerait faire face à un peloton d'exécution que d'y assister sans accompagnatrice, et malheureusement, Jouja était l'unique représentante de son sexe disposé ne fût-ce qu'à lui adresser la parole. Si Jouja n'y allait pas avec lui, personne ne le ferait. Il ne fut plus question d'Elemir, mais leur badinage en fut sévèrement émasculé, et gardant en tête les festivités de Locomotive, Yuri prit congé, réfléchissant profondément sur l'absurdité de vivre dans un pays où les femmes étaient en majorité. La démographie était de leur côté depuis l'effacement de la deuxième armée hongroise en 1944, sans être capable de mettre sur pied le moindre commerce amoureux. Debout dans le tram où les passagers étaient aussi serrés que des cigarettes dans leurs paquets, centuplés dans cet utérus oblong, même avec les dos de 3 autres citoyens collés aux siens, Yuri se sentit miné par la solitude. Broyé mais solitaire. Comment trouver des gens à qui parler? Il devrait y avoir un magasin pour ça. Et une fois trouvé des gens à qui parler, comment s'y cramponner? Il consacra bien des heures de loisir les jours suivants à des lamentations intérieures adroitement mêlées d'auto-apitoiement. Cassandre en chambre, faisant halte devant la glace pour se demander: a-t-on jamais vu une autre vie où tout aille de travers? Mais dans la nuit de mardi, il se réveilla net. Des éructations mentales grondaient, produit de sa digestion cérébrale. Il était 3 heures du matin, l'heure favorite des mouches du coche crânienne pour interrompre son sommeil. Tout ce qui pouvait le tracasser s'imposait alors, et bien qu'il ne pût cerner le problème, un fort mécontentement émanait de son côlon cérébral. Il alluma et consulta sa montre. 3h03. Pourquoi, quand il voulait s'éveiller ponctuellement, n'y parvenait-il pas, alors que la rage qui bouillonnait à l'intérieur de lui choisissait toujours pour entrer en éruption ce moment précis? Et comment se faisait-il que lorsqu'il voulait se sentir lucide au matin, il n'y parvenait jamais comme en cet instant? Il éteignit, espérant que le sommeil allait le gagner. Il était toujours aussi lucide quand il entendit sonner à la porte d'entrée. Sa première pensée fut pour Epp, mais même pour Epp, c'était trop tôt. Ça dépassait les bornes, et vis-à-vis de lui, il était sans reproche. Rien qui pût justifier une attaque à l'aube. Un tel coup de sonnette ne pouvait qu'annoncer un coup du sort réellement intéressant chez les voisins. Meurtre? Viol? Infarctus? Où serait-ce Lavaux? Pensa-t-il sarcastique. Sa curiosité se pourléchant déjà les babines, il se dirigea vers la porte pour y trouver 4 hommes de Lavaux en civil. En civil, les avaux étaient aussi repérables qu'en uniforme,
étant donné qu'ils étaient seuls à pouvoir se procurer des vêtements convenables. Tout le monde avait entendu parler du coup de sonnette, du cœur qui s'arrête, des suées de peur de l'arrestation, mais Yuri ne s'était jamais senti assez important pour qu'on l'arrêtât. Un instant, il pensa qu'il venait forcément pour quelqu'un d'autre, ou qu'il s'était trompé d'adresse, jusqu'à ce qu'il l'informe, non qu'ils l'arrêtaient, mais qu'ils avaient quelques questions à lui poser. Il s'habilla et laissa un mot à Elek, qui n'était nulle part en vue. Parti trousser quelques veuves, probablement. Kovacs, le concierge, un connard fini, attendait, d'une humeur massacrante, leur sortie pour boucler la porte. Yuri réussit à savourer une faible, si faible sensation de plaisir à le voir rager dans sa robe de chambre mangée au mythe et aérée de trous de cigarettes, les cheveux flottant en tous sens. La voiture n'était pas noire comme la tradition le dictait, mais d'une sorte de marron merdique. C'était un brin décevant. Cela gâcherait l'histoire qu'il pourrait relater dans 5, 6, 7 ou 10 ans, Dieu sait quand, à sa sortie. Le trajet dans les rues vides fut bref. Yuri s'étonnait plus ou moins que quelque chose qu'il appréhendait depuis si longtemps ait surgi aussi inexplicablement de la nuit. Allait-on le faire répéter en vue d'un jugement à grand spectacle? Qui stockait-on en tôle ces temps-ci? En ce moment, il semblait davantage porté sur les communistes, mais on avait toujours besoin de second rôle. Bizarrement, il y avait une part de soulagement. Maintenant, il avait touché le fond. On n'avait plus à craindre d'être arrêté quand on était arrêté. Quelle allait être l'accusation? Pour autant que Yuri le sût, le code pénal n'interdisait pas expressément de considérer le gouvernement comme une bande de branleurs. Pourquoi ne l'avait-il pas coffré en novembre 1945 après les élections, quand il n'avait rien à manger, mais en revanche revolver chargé, et qu'il était descendu dans la rue vêtu du par-dessus d'Elek, gueulé. 57%, avec beaucoup d'autres, que les petits propriétaires, une foule de moustachus qui se plaisaient à fréquenter l'église et à brandir des miches de pain aient pu remporter 57% des suffrages aurait été un mystère s'il n'y avait eu en face les Russes et le parti du chauve Rakochi. Le parti communiste de Rakochi n'avait fait que 17%, malgré toutes sortes de largesses de Moscou et la libération périodique de prisonniers de guerre destinée à démontrer l'habileté diplomatique de son chef. Rakochi avait gâché ses élections parce qu'il était, comme tous les autres membres du parti, incapable de croire qu'on le détestait à ce point, et aussi parce qu'il venait juste de déballer les pièces détachées de la construction d'un État communiste posté d'Union soviétique, et en était encore à lire le mode d'emploi. 57%, c'était plutôt bête à crier dans la rue, mais ça avait été formidable, et ce slogan n'était qu'un mot valise, bourré d'imprécations et de jurons anticommunistes longs comme le bras. Alors qu'on l'introduisait dans les élégants locaux du 60 Andrassy Out, les bruits qui couraient sur la femme du chef de Lavaux lui revinrent en tête par quelque association d'idées. De la femme de Gabor Péter, on racontait qu'elle était lesbienne avec un goût prononcé pour les jeux en trio. Cet aparté salace prit congé lorsqu'un jeune officier de Lavaux, c'étaient sans doute les juniors et les nouvelles recrues qui se tapaient les gardes de nuit, de l'âge de Yuri, ouvrit un dossier en marmonnant « Fischer », comme s'il réceptionnait un arrivage de lampe de bureau. Il en tourna les pages d'un air vaguement contrarié. Il semblait pratiquement vide et dépourvu des éléments d'information pertinents qu'il y cherchait. En l'observant, Yuri pensait « Si je n'avais été doté à ma naissance d'une ossature morale,
d'intelligence, de dignité, je pourrais me prélasser à sa place. Votre confession n'a pas l'air d'être là, remarqua l'autre, sous-entendant clairement qu'il était le seul dans cette bâtisse à faire consciencieusement son travail bureaucratique. Elle a intérêt à être bonne, ne comptez pas sur moi pour signer un torchon, lâcha Yuri dans le silence. En raison du tour mesquin que prenait la menace, on se serait cru dans la salle d'attente d'un dentiste, magazine en moins, et parce qu'il avait le sentiment que ce serait sa dernière occasion de faire un bon mot, il s'y était risqué. Il voyait déjà ses co-détenus se tenir l'écoute en écoutant son récit. Le réceptionniste le regarda comme s'il avait souillé le tapis, ni stupide, ni grossier, triste seulement. Il appela un collègue dans une pièce adjacente. Un de plus, Fischer. Le collègue entra avec à la main une liste qu'il consulta de près en professionnel. Il y mit plus de temps qu'il ne semblait nécessaire pour scruter une unique feuille, même imprimée en tout petits caractères. Finalement, il énonça. Pas de Fischer. Je peux rentrer alors? Demanda Yuri, sentant qu'il n'avait rien à perdre. Tous deux se tournèrent vers lui avec l'air de dire qu'il serait extrêmement mal avisé de l'ouvrir une fois de plus. Le réceptionniste le désigna d'un geste. « Qu'est-ce qu'il fait là, à ton avis? Il attend l'autobus? » « Ce qu'il fait là ne m'intéresse pas. Il n'est pas sur la liste. J'ai déjà signalé ce genre de truc avant, tu sais. On n'est pas à l'hôtel Britannia. »« Vous vous appelez Fischer ?» demanda-t-il en s'adressant à Yuri. « Oui. » Il regarda la liste de nouveau interminablement. « Vous n'avez aucun pseudonyme? Aucun surnom? » « Non. » La liste fut soumise à un autre examen dans l'espoir qu'elle révélerait soudain un Fischer. « Vous êtes hongrois, je suppose? » demanda-t-il en épluchant une feuille violette évidemment prévue pour les étrangers. Yuri confirma sa nationalité. « Bon, j'ai un Fodor, mais c'est tout, et il n'y a même pas de F sur la liste des étrangers. » « Ça ne fait rien, dit le réceptionniste, tu n'as qu'à le coller en bas. »« Si, ça fait quelque chose. Peux-tu me dire à quoi sert cette foutue liste si les foutus noms ne sont pas dessus ?» Le réceptionniste prit la feuille et la contempla en écarquillant les yeux comme s'il doutait de l'aptitude de l'autre à apercevoir un Fischer là où il y en avait un. « D'accord, colle-le en bas. »« Mais on est complet. Je n'ai que le double gauche. » Yuri fut amené au sous-sol et introduit dans une cellule éclairée par une faible représentant de la famille des ampoules et à majorité tziganes. Il y avait là 2 bancs, tous deux couverts par le plus gros tzigane que Yuri eût jamais vu. Comme Newman, mais avec 3 ou 4 polochons autour de la taille. Comment quelqu'un pouvait-il engraisser autant en Hongrie? Mis à part cette étonnante accumulation adipeuse, le tzigane avait un bang tatoué B-A-N-G sur les phalanges supérieures du poing gauche et son visage jovial était quadrillé du côté gauche comme si quelqu'un y avait joué au morpion avec un couteau particulièrement pointu. Yuri se demanda s'il avait jamais envisagé de faire carrière dans le water-polo. « Salut !» dit le tzigane en écartant un bout de cuisse de manière à dégager un peu de banc et en tendant la main. « Je m'appelle Personne. » Et il compléta radieux « Souteneur. » Yuri lui serra la main et se présenta. Il admirait la clarté avec laquelle Personne avait décliné son identité. Comment devrait-il lui-même se dépeindre? Un basketteur? Un employé des chemins de fer? Un apprenti dans l'existence? Fischer Georg, ennemi de classe. Pourquoi y t on mis dedans, sans qui personne? Yuri réfléchit.
En fait, pour rien. Si c'est pour rien, ils vont t'accuser de tout. À mon avis, ils ont un quota de peine de 10 ans à remplir. Ils ont ramassé un de mes potaniers il y a quelques semaines. Rien de personnel, Bognar, ils ont dit, mais on doit mettre quelqu'un à l'ombre pour 10 ans, et on sait que ça ne te dérange pas trop, vu que t'es un romano de merde et tout ça. Signe ta confession en vitesse qu'on puisse rentrer chez nous. Personne n'était là pour avoir entravé le cours de la justice. 2 avos, lancés aux trousses d'un gamin qui avait dégonflé leurs pneus, avaient trébuché sur lui alors qu'il gisait ivre-mort dans une cage d'escalier à l'issue d'une fête de mariage longuement célébrée. Inconscient, il n'avait pu mettre en œuvre comme il le faisait d'habitude sa technique pour prendre le large. Les flics d'aujourd'hui n'ont plus la qualité d'avant-guerre. Suffit de s'asseoir dessus, tu les entends craquer. Les menaces les plus terrifiantes avaient été proférées contre lui parce qu'il avait fallu 2 brigades d'intervention et une camionnette de bouchers pour l'emmener. Je peux pas dire que la tôle me tente. Les prisons ne sont plus du tout ce qu'elles étaient. Il s'avéra que personne avait fréquenté la plupart des institutions pénales de Hongrie, y compris à Szeged, l'infâme prison Étoile, où Rákosi avait autrefois passé plus de 15 ans. Rákosi avait là une bibliothèque convenable, une cellule pour lui tout seul, et le soutien d'une campagne internationale pour réclamer sa libération. Des intellectuels progressistes de toute l'Europe avaient adressé des télégrammes de protestation au consul de Hongrie. Gyuri en avait vu un émanant de la section de West-Hull des Amis de l'Union soviétique dans une exposition sur la vie de Rákosi. Le télégramme parlait de leur emphatique disgust devant sa condamnation. Gyuri s'était dit qu'il éprouverait peut-être des sentiments plus amicaux vis-à-vis de l'Union soviétique s'il vivait à West-Hull. Il avait aussi cherché emphatique dans son dictionnaire d'anglais, étant donné qu'il n'avait jamais rencontré ce mot-là auparavant. Bizarre que les intellectuels progressistes aient si peu à dire sur l'abondance des condamnations dans la Hongrie actuelle. Gyuri eut aussi le soupçon que les intellectuels progressistes de West-Hull, et d'ailleurs, n'enverraient aucun télégramme en sa faveur, mais ça, c'était peut-être parce qu'il leur en voulait, de toute façon, d'avoir épargné à Rákosi la peine de mort. Les tartines à la graisse étaient de première, soupira personne, encore plongé dans ses réminiscences de la prison de l'Étoile. Rien que pour les tartines à la graisse, ça valait le coup. Il poursuivit son soliloque, énumérant d'autres délices pénitentiaires et ponctués par des exhortations répétées à Gyuri. Quand il sortirait, que ce soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, qu'il fonce sans délai voir sa sœur qui se tenait habituellement du côté de Rákóczi-tér. Il n'y a pas mieux pour se purger le système. La principale différence entre la tôle et l'extérieur, en Hongrie, ruminait Gyuri, c'est qu'en tôle, il y a moins de place. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. Moins de place et une odeur forte de tzigane mal lavée. Des tentacules ammoniacales émanés de personnes, mais au moins pour compenser, il n'y avait pas de portrait de Rákosi dans le local. Avec aplomb, mais pour combien de temps, il ne put s'empêcher d'envisager les suites de son incarcération, qui, dans chaque variante, comportait de nouvelles incarcérations généreusement resservies, peine principale et peine complémentaire. Gyuri aimait à se voir comme quelqu'un de coriace et d'indépendant, et c'est bien pourquoi il n'aimait pas se trouver dans une situation qui risquait de mettre en évidence le contraire. Sur le mur, quelqu'un avait gravé « Je suis membre du Parlement ».
constat qui en lui-même semblait sans intérêt. Il devait s'agir d'une aposiopèse, conséquence du transport intempestif de l'auteur vers d'autres lieux. Au-dessous, d'une autre écriture avec un autre outil pointu, quelqu'un avait écrit « Je suis membre du club de football d'Újpest ». Il y avait aussi la trace presque effacée d'un crayonnage, ce qui était remarquable, sachant qu'on avait confisqué à Yuri tout ce qu'il portait sur lui de personnel ou d'impersonnel, en même temps que sa ceinture et ses lacets, annonçant « Si tu peux lire ça, tu es dans la merde. » Eh bien, se dit Yuri, me voilà sous le cul de la grenouille. Sous le cul de la grenouille, c'est ça, au fond de la mine de charbon, au très fond de l'existence. Rien ne pourrait lui arriver de pire. Aurait-il jamais droit à aucune de ces choses de la vie qu'on estimait satisfaisantes ou agréables? Il avait 20 ans. Ne sortirait-il pas trop tard pour saisir quoi que ce soit qui valût d'être saisi? Il compulsa sans joie le registre des années passées. Quand le vénérable poète Orogne eut atteint ses 60 ans, on lui demanda, d'après Potocki, ce qu'il considérait comme les sommets de son illustre existence de poète légendaire, de révolutionnaire, de visionnaire, de héros et de parure de sa nation. Copuler un peu plus ne m'aurait pas fait de mal, avait-il répondu. Cette sentence n'avait pas trouvé place dans sa biographie. La perspective d'avoir la bite en cale sèche pendant une décennie était à peine moins effrayante que celle de se faire rompre les os ou de mourir dans des conditions déplaisantes ou d'ailleurs plaisantes. Las de disserter sur la cuisine pénitentiaire et sur les mérites de sa sœur, personne s'étendit pour faire un somme. Ça ne peut plus durer longtemps, apparut sur la portion de mur que son dos masquait jusqu'alors. Au-dessous, avec la rage bien hongroise d'avoir le dernier mot, quelqu'un avait écrit « Ça l'a fait ». Verrait-on un autre procès de Nuremberg se demanda Yuri. Et si oui, serait-il là pour y assister? Que diraient les avaux pour leur défense? Nous n'avons fait qu'obéir à nos idéaux. Il n'était pas facile d'estimer le temps écoulé, mais il eut l'impression qu'un jour entier s'était passé sans changement ni incursion dans leurs cellules, sauf de temps à autre de l'agitation derrière le Judas quand les gardes venaient le zioter. Pas signe de nourriture, bien que Yuri eût l'appétit coupé. « C'est de ma faute si on ne nous donne rien à manger, » s'excusa personne. Il ne supporte pas la vue d'un tzigane gras. Lorsque Yuri se fut entièrement préparé, se fut forgé un mental d'acier, prêt à accueillir en toute équanimité une condamnation à 10 ans, et fut relâché. À en juger par la lumière dehors, c'était le matin suivant. Personne ne lui avait donné l'ombre d'une explication. On l'avait appelé, on lui avait rendu une partie de ses effets personnels, pas ses lacets ni sa petite monnaie. Il n'avait pas pris la peine de poser des questions sur ce qu'étaient devenus les articles manquants, ni sur le pourquoi de sa manumission. Dehors, il se sentit tellement content de voir Budapest. Budapest lui sembla tellement bouillonner d'activité qu'il souhaita presque pouvoir être arrêté plus souvent. Il n'avait pas fini de réaliser qu'il était libre quand il avisa Ellemire, l'attrape-chien et bras armés du prolétariat, venant à sa rencontre. Ellemire, la cigarette nonchalante, l'avait de toute évidence attendu. « Quand tu voudras » fut tout ce qu'il dit avant de s'éloigner. Le choc fut tel que Yuri n'eut pas le temps de le tuer avant qu'il ne disparût. Sa colère montait continuellement et si intensément qu'il crut que son crâne allait exploser. Tremblant de fureur, il rentra chez lui par le tram, et si quelqu'un l'avait seulement effleuré accidentellement, l'attaque aurait été instantanée, féroce
exterminatrice. À son retour, il découvrit le mot qu'il avait laissé à Hélèque sur la table de la cuisine. Apparemment, il n'avait pas été lu. Où était ce vieux bouc? Se demanda-t-il en déchirant le papier. Hélèque entra à ce moment, renifla et se livra à de joyeux commentaires sur l'odeur peu ragoûtante de Yuri au sortir de l'aveu et de son sauna à froid. Le communisme n'empêche pas de se laver, tu sais. Yuri ne raconta jamais l'histoire à personne.